heu, démarrer ce webinaire, je vais vous demander, si vous pouvez me confirmer que le son est bon et que vous voyez bien le support, visuel avec le chat que vous avez à votre disposition. Comme ça, une fois que j'ai la confirmation, on démarre. OK. Écoutez, merci. Merci Luna. Écoutez, aujourd'hui, je vous propose, qu'on regarde ensemble, ce qu'on appelle l'acceptabilité prédictive, hein, qu'on positionne comme un véritable atout pour les entreprises. En fin de compte, l'objectif de tout ça, c'est pour tous les projets, qui peuvent rencontrer, des oppositions et des contestations, c'est de limiter au maximum, les risques, de contestation, d'opposition et donc, d'éviter, les recours, d'éviter de réduire les recours, d'éviter les surcoûts, hein, pour tout type de projet. Donc, c'est quoi les projets, dont on parle? Ben, vous voyez, il y a un tableau là que je vous ai préparé. Dans la colonne de gauche, vous pouvez voir les secteurs d'activité, et la colonne de droite, on peut voir à peu près la fréquence ou l'intensité des oppositions. Donc, en termes d'urbanisme et d'aménagement, c'est à peu près 3 à 40 des grands projets urbains qui reçoivent au moins un recours. Les énergies renouvelables, ben, si on prend les éoliennes, on s'aperçoit qu'il y a 60 des projets éoliens terrestres qui font l'objet d'un contentieux. Les transports et infrastructures, il y a des oppositions, assez fortes, par exemple sur la LGV. Agriculture, agro-industrie, un projet sur 3 d'élevage, important, ou de bassines fait l'objet de recours. On a beaucoup parlé des bassines à Sainte-Soline, rappelons-nous. Et voilà, donc ainsi de suite, on s'aperçoit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 secteurs, d'activité, sont concernés par, des contestations, ou des oppositions, voire des recours à leur projet. Alors, je vais donc, voir avec vous, quels sont les éléments qu'on peut utiliser, les leviers qu'on peut utiliser pour, fluidifier les projets, hein, pour limiter, ces contestations, les anticiper, les réduire, les limiter, les éviter, contestation, opposition et voire recours. Mais avant de démarrer, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous me disiez avec le chat, hein, quel est votre secteur d'activité? Parce que vous avez compris que l'auditoire est assez vaste, large, diversifié. Sur quel type de projet vous travaillez? Par exemple, ça peut être les énergies renouvelables, mais dans l'énergie renouvelable, par exemple, on a de l'éolien, du photovoltaïque, de l'agrivoltaïque, de la méthanisation. Puis savoir aussi où vous en êtes dans votre état d'avancement, hein, si vous êtes plutôt très, très à l'amont ou dans un projet bloqué et puis de voir, quel est votre niveau de priorité. Donc ça, c'est important pour que je puisse donc, orienter mon webinaire. Au fur et à mesure, je vais rester quand même sur des approches, générales, hein. Je ne me permettrai pas de rentrer dans les détails de vos projets. Si vous souhaitez rentrer dans le détail de vos projets, vous avez la possibilité, hem, en vous inscrivant à ce webinaire, de prendre un rendez-vous, pour, un échange de 30 minutes, ce qui permet de, bah, on est ensemble, on est seul, je veux dire, et moi, je suis tenu à la confidentialité et on peut rentrer dans le détail de vos projets. Mais là, pour l'instant, je vous demande juste des informations, concernant, vous voyez, des choses assez générales, quel est quel est le type de secteur dans lequel vous travaillez? Voilà. Donc merci pour ceux qui répondent, donc énergie renouvelable, Sébastien, les biocarburants, le photovoltaïque en amont, mais très bien. Comme ça permet ça c'est bien, ça permet de prendre tout de suite les bonnes mesures. Photovoltaïque auprès des industriels, des agriculteurs, agrivoltaïque, pardon, minier, d'accord. Industrialisation du secteur minier africain et transformation locale des matières premières, gaz et biométhane. OK. Bah, les autres, n'hésitez pas, hein, rejoignez le chat, hein, et puis ce chat va vous servir aussi à me poser des questions, hein, tout au long de la présentation. Alors, je vous propose de commencer par un des paradoxes qu'on observe, qu'on observe, de
bien dans les énergies renouvelables, parce que d'un côté, on a des enquêtes, à l'échelle nationale qui, tout le temps, mettent en avant, une appétence très forte, des Français pour, les énergies renouvelables. Là, c'est France Renouvelable qui a fait un sondage et que 8 Français, sur 10 veulent plus d'énergie renouvelable. Donc on a vraiment a priori, une forte acceptabilité sociale, hein, de ces énergies. En revanche, quand on descend pardon, à l'échelle locale, quand on veut implanter des projets, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je vous montre une affiche d'un projet que nous avons accompagné, un projet agrivoltaïque, où il y a une association qui s'est créée et qui, faisait valoir le fait qu'il allait avoir une marée noire, il faisait référence aux panneaux, bien sûr, qui allaient déferler sur le pays. Voilà, donc on est bien dans, cette ce paradoxe, hein, a priori une énergie bien acceptée, mais dès qu'on descend à l'échelle locale, on est plus tout à fait dans les mêmes, dans les mêmes dispositions. Alors en fait, donc, bien évidemment, je pense qu'en tant que porteur de projet, là, je vois que j'ai beaucoup de porteurs de projets, hein. Bah, en fin de compte, vous savez tous que, de plus en plus, on incite les porteurs de projets, bon, dans les énergies renouvelables, dès qu'on entre avec un territoire, par exemple, d'être dans la concertation, le dialogue. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est de savoir si cette solution qui devient de plus en plus classique, pour réduire les contestations, les oppositions, les recours, est-ce que la concertation, c'est le bon outil? Donc j'ai identifié, 2 2 éléments. Le premier, c'est que, des sondages montrent que les citoyens qui participent de moins en moins en concertation parce qu'ils se doutent de leur utilité. Donc il y a un phénomène là qui s'est mis en place, un peu de méfiance vis-à-vis du processus de concertation. Et puis donc vous voyez, par exemple un sondage d'Interactive Harris Interactive 2023, votre avis a-t-il été réellement pris en compte? Oui, 38, plutôt non, 55. Je cite aussi monsieur, Bernasconi, qui est l'ancien, président du Conseil économique, social et environnemental, qui a piloté la convention citoyenne, qui avait écrit un article et qui selon lui, il dit: «Si vous n'avez pas un process quasi industriel des différentes formes participatives, elles ne parviendront pas à produire des délibérations et des propositions de qualité». Donc ça veut dire que, oui, la concertation est probablement un bon outil, mais il suffit pas de dire: «Je vais faire une concertation», ou que quelqu'un vienne vous voir en disant: «Je sais faire des réunions publiques, je sais faire des même des conventions citoyennes», hein, par exemple, si c'est pas préparé, on s'aperçoit que la portée, que l'efficacité est limitée. Donc en fait, pour que la concertation soit utile, en fait, il faut se poser des questions assez faciles qu'on retrouve, hein, dans tous les projets classiquement, c'est le quand, le comment, le qui, le où, le quoi et surtout le pourquoi. Parce que réussir une concertation, bon, j'ai fait créer ce petit dessin par l'intelligence artificielle, hein, qui montre que c'est une sorte de recette, hein, qu'il va falloir, faire. Mais, bien évidemment, même si on n'est pas très bon en cuisine, on sait très bien que si on veut faire un gâteau au chocolat ou si on veut cuisiner, un plat, de poisson, ben, on va pas utiliser les mêmes ingrédients, hein. Donc, le pourquoi pourquoi on fait ça, c'est pourquoi on va cuisiner, c'est très important. Donc, et dans la concertation, malheureusement, on a tendance à mélanger les ingrédients et le résultat que l'on veut obtenir. Je vous montre un exemple, moi je suis, dans la région toulousaine, hein, l'entreprise est dans la région toulousaine, Acceptable Avenir. Et donc, vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce fiasco-là, l'autoroute Toulouse, Castres, hein, qui a été, pour l'instant, abandonnée, suite à des décisions de justice. Et quand on regarde un peu les différentes étapes, qui ont été mises en place pour, du dialogue, de la concertation, bon, il y a eu le débat public, ça c'est obligatoire parce que c'est un projet d'envergure.
organisée par la Commission nationale de débat public. Il y a une concertation post-débat, parce la CNDP, elle ne fait que juger ce qu'on appelle l'opportunité du projet, mais pas rentrer dans les détails. Il y a eu une concertation qui a été mise en place en 2011. Et puis après, on se retrouve en 2022-2023 avec une enquête publique environnementale, consultation officielle, qui permet au public de formuler des observations sur l'impact environnemental du projet. Et là, ben, on a vu que ça commence à déraper et que donc ça s'est terminé par voilà, ce fiasco avec plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été dépensés et qui seront peut-être jamais récupérés, hein, puisque si jamais ça s'arrête là. Voilà. En fait, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de stratégie claire. Il y a eu des événements réglementaires, obligatoires, comme le débat public, et d'autres événements, la concertation post-débat, en plus, une enquête publique de nouveau réglementaire, mais il semble qu'il n'y a pas eu de stratégie de qu'est-ce qu'il fallait faire, où on voulait aller. Et bien évidemment, des événements qui s'empilent ne suffisent pas dans des cas très compliqués. Après, dans des cas moins compliqués, ça peut suffire, mais dans des cas très compliqués, ça ne suffit pas. Donc en fin de compte, la concertation dont on parle beaucoup maintenant, hein, le dialogue, territorial, enfin quels que soient les dialogues parties prenantes, quel que soit votre type d'activité, vous avez plusieurs formulations, voilà les relations avec vos parties prenantes, par exemple. On s'aperçoit que le dialogue va fonctionner, mais si on met en place une stratégie et un plan d'action, cohérent par rapport à cette stratégie. Et en fin de compte, moi, ce que je m'aperçois après 15 ans de retour d'expérience de cette activité d'accompagnement de tout type de projets qui sont susceptibles de rencontrer des contestations, je me rends compte qu'il y a beaucoup et très souvent des confusions entre la méthode d'animation et une stratégie claire qu'on peut appeler d'acceptabilité. C'est-à-dire que les porteurs de projets rencontre différentes agences qui ont des outils. Donc, c'est quoi un outil? Ça peut être une réunion publique, je répète la convention citoyenne, ça peut être, d'autres types de façons de faire, mais il n'y a pas forcément de stratégie. C'est-à-dire où on va, quel est le gâteau que l'on veut faire, quel est le plat qu'on veut cuisiner, hein, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Est-ce que c'est on veut faire un gâteau? Est-ce qu'on veut cuire un plat de poisson? C'est pas la même chose, on sait qu'on va pas mettre les mêmes ingrédients. Donc on se trompe souvent. Il y a souvent une confusion entre les 2 et souvent le résultat il est pas au bout, hein, parce qu'on empile, des méthodes, on empile des outils et on n'est pas forcément, très clair sur, ce qu'on veut attendre de cette concertation. Donc il faut pouvoir répondre au pourquoi, quand, comment, qui, où, quoi, quand on veut faire un dialogue, quand on veut faire que son projet, soit bien perçu. Donc en fait, notre réponse est de dire: il y a nécessité de connaître en détail, les risques de contestation auxquels le projet va être confronté. C'est-à-dire, il faut se projeter. C'est-à-dire, en fin de compte, on a besoin de savoir où on va, avant de s'organiser, de s'équiper. L'autre analogie qu'on peut faire, c'est quand vous voulez partir en vacances, dans la valise, vous n'allez pas mettre les mêmes, éléments que si vous allez en haute montagne ou si vous allez, faire de la plongée, sous-marine. Voilà, hein, donc on a bien nécessité de savoir où on va, pour, savoir, comment on va s'organiser, on va se structurer et donc le où on va dans, les problématiques, dont on parle aujourd'hui, c'est le où on va, quels sont les risques auxquels nous sommes exposés? Hein, c'est le où on va, c'est le territoire bien évidemment, mais, au-delà de ça, ce qui va faire, que le projet va fonctionner ou pas, c'est, la rencontre entre le projet et le territoire et le projet doit être analysé en termes de risque, de contestation, par rapport au projet. Je tiens à souligner que le territoire n'est pas le seul responsable du risque de contestation, on va le voir après, mais qu'en fait, c'est la rencontre entre un projet et un territoire, donc c'est le binôme projet-territoire qu'il faut toujours, prendre en compte. C'est pour ça que nous, on parle, je pense qu'on est les premiers à parler comme ça, d'acceptabilité prédictive, c'est-à-dire il faut évaluer, il faut anticiper, pour diminuer les risques d'opposition, de contestation, voire de recours. Alors comment on peut faire? Pour ça, de notre côté, nous, on a développé des outils, donc quand on a créé l'entreprise, il y a 15 ans,
J'ai beaucoup travaillé avec des sociologues en recherche-développement, avec l'aide financière de l'ADEME et de la région Occitanie, qui nous ont permis donc de développer des outils qui vont qualifier à la fois le projet et à la fois le territoire, hein. Bon, là, je parle de projets sur les territoires. Ça peut être aussi des projets de déploiement d'innovation technologique, hein, ça peut être la même chose. Mais en tous les cas, pour des projets, sur un territoire, on analyse les 2 avec des outils spécifiques qui vont nous permettre, pour le projet, de nous donner, une probabilité de perception du projet et après on a ce radar-là qui apparaît, où on est capable de mesurer quelle va être la pertinence perçue, l'équité perçue, la crédibilité perçue, l'ancrage perçu, l'ouverture perçue et les responsabilités perçues et je dis bien perçues, parce qu'on est bien sur des questions de perception, c'est-à-dire la façon dont le projet va être vu et quelles que soient les informations à disposition des personnes. On a aussi développé des indicateurs spécifiques pour qualifier très, très rapidement, un territoire avec, l'analyse des enjeux, l'analyse des risques de contestation, l'analyse aussi de la résistance de la gouvernance locale. C'est-à-dire si une commune peut, défendre un projet, ou elle pense pouvoir le défendre et elle ne peut pas le défendre. Donc on a vraiment développé ces outils qui nous permettent de calculer, mais très, très rapidement, hein. Là, on n'a pas besoin de beaucoup d'études, hein, on est, avec, avec, 800 €, vous avez, une évaluation du risque de contestation auquel vous pouvez avoir affaire. Alors une fois que vous avez ça, ben, c'est comme tous les projets, hein, vous faites une analyse de risque, technique, financier, réglementaire, vous ajustez, ben, là, on a une risque un risque complémentaire et on ajuste le projet. Donc ça, c'est le premier niveau. Déjà, avec, ce type d'approche, vous pouvez en interne, sans parler à personne et donc très, très à l'amont du projet, hein, dès les études de faisabilité, préfaisabilité, vous pouvez déjà, avoir une idée de comment vous pouvez ajuster votre projet pour que les choses se passent bien. Ensuite, vous avez aussi, la ré des réponses qui vont être apportées sur le quoi, le comment, le quand, le qui ou le quand et vous allez aussi savoir en même temps si vous allez plutôt aller vers des processus, très simples d'information ou plus compliqués de consultation, de concertation, de co-construction. Ça, c'est des techniques différentes d'animation, mais on les déploie pas au hasard. Je ne vais pas, proposer à un client un projet de faire de la co-construction alors que ça coûte, de l'argent et que ça prend du temps, alors que de la simple information lui suffit. Il faut vraiment adapter les outils d'animation, de concertation au binôme projet territoire. Donc en fin de compte, vous avez plusieurs types de concertations, hein. Vous avez des concertations volontaires, des concertations réglementaires, des consu et dans les concertations réglementaires, on a maintenant ce qui est apparu, la consultation paralysée. Donc c'est le mélange de réunions publiques et de concertations. Voilà, ça c'est pour les projets, soumis à autorisation environnementale depuis octobre 2024 et tous les ICPE, les installations classées pour l'environnement, donc l'éolien, les élevages, tout ce qui est loi sur l'eau aussi, IoT, donc peuvent aussi rencontrer cette réglementation. Donc vous avez plusieurs types de concertation et dans votre stratégie, il va falloir, une fois que vous connaissez vos risques, vous allez être capable de faire un bon, alliage entre, les démarches volontaires pour préparer au mieux les démarches réglementaires et d'articuler tout ça pour faire en sorte que le jour où vous vous retrouvez, dans des consultations, réglementaires ou des concertations réglementaires, vous n'ayez pas une levée de bouclier. Parce qu'après une fois que les boucliers se lèvent en masse, en nombre, bah, ça devient, très, 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 très compliqué. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit zoom là sur la consultation, parallélisée. Donc qui date depuis, donc tous les projets depuis, octobre 2024 qui sont assujettis, donc autorisation environnementale, ICPE et aussi sur l'eau, avec une consultation qui se fait en 3 mois,
où tout le monde est consulté en même temps. Les services de l'État, les collectivités, le public, les entités, les organismes dont la vie est réglementaire, par exemple un parc naturel, avec un site internet sur lequel tout doit être mis à disposition. Donc tout le monde a quasiment en temps réel accès à toutes les informations. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc des réunions publiques, obligatoires. Une 15 jours après le démarrage de la consultation, une 15 jours avant la clôture de la consultation. Donc nous, ce qu'on quand on a fait si on fait une analyse de risque très à l'amont, ouais, phase amont facultative, là, c'est la loi qui le dit, il y a une phase amont facultative pour aller voir les services de l'État, pour faire des concertations, par exemple. On fait l'analyse, le risque et en fonction de ça, on met en place, soit directement on dit: «Bah, ça y est, on est prêt pour aller à la consultation paralysée, ça y est, on est prêt à aller aux réunions publiques, à mettre les bonnes informations sur le site internet qu'on fait et répondre à toutes les questions», soit on n'est pas prêt et là, on fait des étapes volontaires. Mais on sait pourquoi on le fait. On va pas faire une réunion publique ou une exposition ou une permanence ou autre chose ou du porte-à-porte sans savoir où on va. Là, on sait vraiment où on va parce qu'on sait quel est le risque qu'on va encourir et on sait, il y a le réglementaire derrière, donc on sait comment ça va se passer et on articule tout ça. C'est-à-dire que là, on gagne du temps parce que, si on se fie si on ne conserve que l'aspect réglementaire, on peut aller vraiment, au clash, hein, parce que si on arrive avec des informations, que les gens comprennent pas ou des projets trop touchy, bah, c'est la réunion publique, ça va être la folie furieuse, tout le monde va se braquer, ça va mal se terminer, dans la presse, ça va être la catastrophe, perte d'image, enfin bon, ça va être la catastrophe. Alors que là, si on est à la stratégie d'acceptabilité qui vient d'une analyse de risque préalable, on met en place ces étapes volontaires qu'il faut pour que les choses se passent bien et je répète, les étapes volontaires, ça peut être juste une information ou des choses plus complexes si jamais le risque est très, très élevé. Je vous montre, un exemple de ce qu'on a fait, hein. Donc on a eu un projet, dans les Pyrénées-Orientales, qui était sur les problématiques de l'eau. Donc le risque était assez élevé de contestation. Donc on a fait plusieurs, ce qu'on appelle expositions d'information et de dialogue, hein. Là, c'est des rencontres entre les gens, mais pas en réunion publique, il y a pas de micro. Les personnes se rencontrent autour d'affiches et on dans les mains des livrets en papier. Donc à l'ère du numérique, le livret en papier fonctionne très bien, c'est très, très particulier dans lequel ils ont toutes les informations, possibilité de poser des questions et après donc il faut laisser du temps au temps. Donc vous voyez, les retours des livrets, des questionnaires. Bien sûr, il y a un site internet en parallèle, hein, bien sûr, il y a les gens qui se connectent, d'autres qui se connectent pas, il faut penser à tout le monde. On pilote un tableau de bord des retours et à la fin, on peut faire une réunion publique parce que les questions ont eu leur réponse. Il y a eu des petits groupes de discussion informels qui se sont mis en place. Du fait qu'il y a de l'écrit, toujours de l'écrit, ça permet aux porteurs de projets, à tous ces bureaux d'études, d'être moins stressés sur les mots qu'ils vont utiliser, et donc les choses se passent relativement bien. Mais ça, bien évidemment, c'est articulé en fonction d'une stratégie d'acceptabilité qui a été décidée avec le client après analyse des risques de, contestation et l'enchaînement des événements n'est pas fait au hasard. Bon, juste pour vous dire que ça fait 15 ans qu'on travaille comme ça, qu'on s'est aperçu que ça permettait de gagner 6 à 12 mois, sur des projets qui étaient accompagnés par rapport à d'autres projets qui ne sont pas accompagnés comme ça, que dans 80 des cas, on a les projets qu'on accompagnait ont obtenu leurs autorisations, qu'on a pu éviter des oppositions et qu'on a même, de temps en temps, eu des opposants qui ont changé de position. Voilà, donc maintenant je vais répondre à vos questions, parce que j'ai vu qu'il y en a quelques-unes. Donc là, je vous laisse à l'écran, le fait donc je répète pour ceux qui ont des projets, très très ciblés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On en discutera en toute confidentialité. Ça durera 30 minutes, hein, voilà. Au bout de 30 minutes, on s'aperçoit qu'on a déjà des solutions qui émergent de l'échange, hein. Et puis, pour ceux qui sont juste en recherche d'informations, curieux, ben, vous m'écrivez par internet, enfin par mail pardon et je vous répondrai, voilà. Donc Sébastien me pose la question donc, comment savoir si elle sera nécessaire et comment la calibrer? Vous parlez de la concertation, je suppose? Juste si je oui, voilà. Ben, j'espère
que mon propos, vous a éclairé là-dessus, hein. Donc, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas toujours nécessaire, la concertation. Il faut faire, ce travail d'analyse préalable. Alors, moi, je vous ai montré nos outils, il peut y avoir d'autres outils qui existent, hein. Par exemple, là, si je reviens à cette planche, vous voyez qu'en fonction du niveau de risque, hein, donc vert à rouge, on sait déjà, bah, est-ce qu'il va en falloir une si on est dans le rouge, bah, on va dire oui, plutôt oui et puis même en plus, on sait comment il faut la calibrer parce qu'on est capable de faire du détail, enfin d'apporter des bémols entre la consultation, concertation, co-construction qui ne sont pas tout à fait les mêmes, procédures qui, sont plus ou moins engageantes, hein. Une construction, c'est très engageant, une consultation, c'est un peu moins engageant. Donc on est capable, par ces analyses de risque, de dire: «Est-ce que oui ou non, il faut faire de la concertation et si oui, comment on la calibre?» C'est exactement le propos, hein et ça fonctionne, toujours, très bien et même de temps en temps, quand on nous appelle pour vraiment faire tout de suite une concertation ou accompagner, une consultation paralysée, même si le client nous le demande pas, bah, nous, on fait notre propre analyse de risque, pour aider le client à se préparer au mieux. Parce que, je le répète, tous les outils, les méthodes d'animation qui sont utilisées, par les agences de concertation, pour un projet, bah, peuvent fonctionner dans un cas de figure, et le cas de figure, c'est le binôme projet-territoire et ne pas fonctionner pour un autre cas de figure, c'est peut-être le même projet, mais pas le même territoire ou le même territoire et pas le même projet, voilà. Donc il faut vraiment, je suis moi un fervent défenseur de dire adapter au mieux, ce qu'il faut faire et pas forcément, sur, équiper un projet en concertation alors qu'il n'y en a pas besoin. Est-ce que Sébastien, ce genre de est-ce que la réponse répond à votre question? OK, très bien et est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on a encore un petit peu de temps là, on a 5 minutes devant nous. Bon, ouais, il y a pas forcément plus de questions comme ça. Bah, écoutez, OK, bah, très bien. Bah, écoutez, merci de votre présence, de votre écoute, je vous le répète, n'hésitez pas à me solliciter, à me contacter. Voilà, comme ça, quand on veut rentrer dans vos projets particuliers, vous me sollicitez, ça sera beaucoup plus, plus simple et plus ciblé. Là, je vous ai parlé quand même de grandes généralités qui, en fin de compte, fonctionnent, quels que soient les types de projets parce on a pris garde au fait on a bien identifié les bons paramètres dans le projet, dans le territoire qui interfèrent sur l'acceptabilité et ce, quel que soit le type de projet. On travaille sur tous les projets, oui, on travaille sur tout type de projet, les énergies renouvelables, de toute la problématique des déchets aussi, incinération, stockage, tous les problématiques liées à l'eau, les problématiques, d'implantation d'infrastructures, d'usines, enfin tous les d'extraction de matériaux, miniers, enfin tous les projets, pour lesquels il peut y avoir, des besoins de comprendre, quelle va être la bonne adéquation d'un projet avec son territoire. C'est comment on va faire en sorte que le projet puisse être accueilli, alors peut-être pas forcément à bras ouverts, mais au moins, qu'il y ait ce qu'on appelle une acceptation locale, hein, sans parler d'acceptabilité, à tout prix, au moins une acceptation locale ou un consensus, qui fait que le projet puisse s'installer. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Normalement, le replay du webinaire, si l'enregistrement, le l'enregistrement a bien fonctionné, vous l'aurez le replay du webinaire sur notre site internet, hein, acceptableavenir.fr, d'ici la semaine prochaine, quoi, voilà. Pour transformation de déchets en énergie renouvelable, y a-t-il une possibilité d'avoir un projet?
Bah, oui, enfin, c'est de la méthanisation ça, par exemple, mais oui, ça existe, ça c'est sûr. Je sais que la en France, la méthanisation, agricole ou industrielle, c'est toujours compliqué, hein. C'est un des projets en énergie renouvelable qui sont les plus compliqués, oui, oui. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous. Je vois que c'est la 13h30, la salle va se fermer. Donc je vous le répète, si vous avez plus d'infos, vous me contactez par mail ou vous appuyez sur le bouton, cliquez ici et comme ça on pourra échanger pendant une trentaine de minutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end à venir. Au revoir.